35,4 millions de dollars. Parti. En quelques secondes, sans déclaration de guerre, sans conférence de presse, sans même la moindre explication officielle. 12 000 tonnes métriques de marchandises déjà en route, déjà payées, déjà transformées, déjà chargées à bord. Annulées net. Pas retardées, pas redirigées. Annulées. Et le plus étrange dans tout ça, le silence qui a suivi. Un silence qui, si vous savez comment le lire, est peut-être la chose la plus menaçante qui soit arrivée au commerce mondial depuis des années. Le 18 avril, à 2h42 du matin, heure de Pékin, un ordre est tombé. Sec, sans appel, sans ambiguïté. Toute la cargaison de porcs américains en transit vers les ports de Ningbo et de Dalian devait être immédiatement annulée. Pas de négociation, pas de délai de grâce. Bloomberg et Reuters l'ont confirmé dès les premières heures. Les opérations de déchargement ont été stoppées dans les deux ports dans la même journée. Ce n'était pas une décision de routine. Ce n'était pas non plus une sanction technique, ni une question d'étiquetage ou de documentation douteuse. C'était un message. Et ce message n'était pas destiné aux traders du marché des matières premières. Il était destiné à Washington. Ce qui est fascinant et profondément troublant, c'est que le contexte dans lequel cet ordre a été donné n'a pratiquement pas été examiné dans les grandes salles de rédaction occidentales. 3 semaines avant ce matin-là, le 25 mars, l'administration américaine avait imposé 172% de droits de douane compensatoires sur l'ensemble des importations de porcs en provenance de Chine. La justification officielle? Une enquête du département américain de l'agriculture révélant des subventions illégales et des violations des normes vétérinaires chinoises. À Pékin, on a pris acte. Et puis, rien. Pas de déclaration cinglante, pas de tarifs de rétorsion annoncés en grande pompe, pas d'ambassadeur convoqué. Rien d'autre qu'un silence glacial, et 23 jours plus tard, cette annulation chirurgicale d'une cargaison que les Américains pensaient déjà vendue. Définitivement vendue. Voilà la nature de ce qui est peut-être en train de se jouer. Non pas une guerre commerciale au sens classique, avec ses éclats, ses menaces brandies en public, ses sommets d'urgence et ses communiqués triomphants destinés aux opinions intérieures respectives. Mais quelque chose de plus froid, de plus calculé, de plus difficile à saisir et donc de plus difficile à contrer. Selon des informations qui ont filtré dans le South China Morning Post, l'annulation de cette cargaison ne serait pas une réaction impulsive, mais l'application d'une doctrine que les stratèges de Pékin utilisent en interne, sous le nom de « démantèlement de précision des dépendances ». Une stratégie visant à réduire l'exposition aux États-Unis sans jamais provoquer d'affrontement direct, sans jamais franchir les lignes qui déclencheraient une riposte formelle ou un casus belli reconnaissable. C'est de la chirurgie géopolitique. Et les Américains n'ont peut-être même pas encore compris qu'ils étaient sur la table d'opération. Pour mesurer ce que cela signifie vraiment, il ne faut pas regarder ce que Pékin a dit. Il faut regarder ce que les marchés ont fait dans les heures qui ont suivi. Le 19 avril, le lendemain de la révélation de l'annulation, les actions de Tyson Foods ont chuté de 4,3%. Hormel Foods a perdu 3,1%. L'indice des contrats à terme sur le port au Chicago Mercantile Exchange a plongé de 6,5% en l'espace de 3 jours. C'était la baisse hebdomadaire la plus brutale depuis les confinements de 2020. Les marchés ont senti quelque chose que les politiques n'avaient pas encore admis publiquement. Ce n'était pas un incident isolé. C'était le premier signe visible d'un changement de nature tectonique. Le type de changement qui ne se renverse pas avec un tweet ou un communiqué de bonne volonté diplomatique. Et derrière les chiffres boursiers se cachait une réalité humaine bien plus concrète. L'annulation soudaine a créé un surplus de 26 millions de livres de porcs sur le marché intérieur américain, soit l'équivalent de 110 000 porcs prêts à l'abattage qui n'avaient nulle part où aller. L'Iowa, la Caroline du Nord et le Minnesota, qui représentent à eux seuls 60% des exportations américaines de porcs vers la Chine, ont encaissé le choc les premiers et les plus forts. Rien qu'en Iowa, les pertes ont été estimées à 9,7 millions de dollars dans les premiers jours. Mais c'était seulement le début de la chaîne. 48 heures seulement après l'annonce de l'annulation, une usine de transformation dans le comté de Worth licenciait 117 employés, 117 personnes, en 48 heures, pour une décision prise à l'aube à Pékin, dans un fuseau horaire que la plupart de ces employés n'auraient pas su situer sur une carte. Ce n'est pas une abstraction économique, ce sont des familles, des prêts hypothécaires, des plans de retraite, des projets d'avenir qui s'évaporent à cause d'une ligne de texte envoyée dans la nuit depuis un bureau que personne ne connaît. Et pendant que l'Iowa comptait ses pertes, d'autres se frottaient les mains. À Brasilia, à Madrid, dans les salles de conférence des grands exportateurs de viande, on assistait à quelque chose qui ressemblait à une ruée vers l'or. En quelques jours à peine, les exportations brésiliennes de porc vers la Chine ont bondi de 28%. L'Espagne a enregistré une hausse de 23%,
par rapport à la même période l'année précédente. Les grands groupes brésiliens, BRF, Minerva Foods, JBS, ont signé dans l'urgence des contrats à long terme, 24 mois, avec des volumes minimum garantis, avec les acheteurs chinois. Des contrats qui vont verrouiller des parts significatives du marché chinois pour des années à venir. Pendant ce temps, la part des États-Unis dans les importations chinoises de porc, qui était encore à 33% en 2023, est tombée à 19%. Brésil et Espagne réunis captent maintenant 48% du marché. Ce n'est pas de la diversification, c'est du remplacement méthodique. Il faut prendre le temps de laisser cette phrase s'installer, parce qu'elle décrit quelque chose qui, il y a 2 ans encore, aurait semblé impensable aux observateurs du commerce agricole mondial. La Chine est le plus grand importateur de porc de la planète. Pendant des années, les producteurs américains ont traité ce marché comme une rente quasi assurée, un débouché naturel et presque inépuisable, vers lequel se déversait une fraction considérable de leur production. Aujourd'hui, en quelques semaines, la réalité de cette dépendance s'est retournée. Ce ne sont plus les Américains qui détiennent les cartes dans cet échange. Et la façon dont cette inversion s'est produite, silencieusement, méthodiquement, sans jamais offrir à l'adversaire un point d'ancrage pour contre-attaquer, devrait donner à réfléchir à ceux qui croient encore que les règles du commerce mondial protègent mécaniquement les plus forts. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment, abonnez-vous et laissez un like. Parce que ce que peu d'analyses grand public ont saisi, c'est que l'annulation du 18 avril n'était que la partie visible d'une stratégie bien plus vaste. Depuis la mi-mars, plusieurs producteurs américains avaient commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Des retards inexpliqués dans les douanes chinoises, sans notification formelle, sans raison officielle communiquée. Smithfield Foods a signalé des blocages sur 2 de ses cargaisons. JBS USA a fait état d'une suspension des communications sur plusieurs contrats en cours, et dans les coulisses, Pékin avait discrètement mis à jour ses protocoles d'importation, introduisant de nouvelles exigences en matière de biosécurité que certaines usines américaines ne respectaient pas, ou ne pouvaient pas respecter à court terme, sans investissement considérable. Daniel Portman, avocat spécialisé dans le droit commercial international, a qualifié ce mécanisme de liste noire, déguisée en réglementation technique. De facto, les produits américains se retrouvaient exclus du marché chinois, sans qu'aucune règle formelle de l'Organisation mondiale du commerce ne soit officiellement violée. C'est d'une élégance redoutable, et si ce mécanisme s'étend à d'autres catégories de produits, ses effets pourraient se faire sentir bien au-delà du seul secteur agricole. La question qui commence à s'imposer dans les milieux analytiques et que Washington préfère ne pas formuler trop clairement dans les documents officiels, c'est celle-ci. Est-ce que la Chine applique délibérément une stratégie de désengagement progressif, secteur par secteur, en choisissant les points de pression qui feront le plus mal, sans jamais déclencher un affrontement formel reconnaissable? Parce que si c'est le cas, et plusieurs signaux pointent dans cette direction, alors nous ne sommes pas en train d'observer une dispute commerciale. Nous sommes en train d'observer la mise en place d'une nouvelle architecture économique mondiale, construite délibérément, en dehors de l'orbite américaine, brique par brique, contrat par contrat, dans un silence qui parle mieux que n'importe quelle déclaration. Ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi l'annulation en donne une mesure alarmante. Le 24 avril, des informations ont commencé à circuler dans les milieux du négoce agricole. La Chine ne se limitait plus au porc. Elle procédait à une révision systématique de l'ensemble de ses contrats agricoles avec les États-Unis. Bœuf, soja, maïs. Des négociants de Cargill et d'Archer Daniels Midland signalaient une multiplication inhabituelle des demandes de modification des calendriers d'expédition. Derrière ces formulations contractuelles anodines se cachait une réalité plus alarmante. Les acheteurs chinois cherchaient des portes de sortie dans chaque clause susceptible de leur en offrir une. Et si ces contrats ne sont pas renouvelés dans les prochains trimestres, les pertes pour l'agriculture américaine se compteront en dizaines de milliards, pas en millions. La réaction en chaîne ne s'est pas arrêtée aux frontières chinoises. La Corée du Sud, qui suit traditionnellement les tendances d'achat chinoises avec une fiabilité presque mécanique, a réduit ses commandes de porc américains de 8% en l'espace d'une semaine, se tournant vers le Brésil et le Canada. Le Vietnam, les Philippines, la Malaisie ont commencé à reconsidérer leur propre stratégie d'approvisionnement. Chaque nouvelle de ce genre, chaque contrat redirigé, chaque commande annulée dans un pays d'Asie du Sud-Est ressemble à un carrelage supplémentaire qui se détache de l'édifice commercial que les États-Unis avaient mis des décennies à construire dans la région. Pris isolément, chaque incident semble gérable. Ensemble, ils décrivent un mouvement d'ensemble que les observateurs les plus lucides n'hésitent plus à qualifier de tournant. Dans le même temps, une autre perturbation, moins spectaculaire mais tout aussi révélatrice, se développait dans le secteur de la logistique maritime. Maersk et COSCO
deux des plus grands opérateurs de transport maritime au monde, ont commencé à ajuster discrètement leurs routes et leurs capacités sur le corridor États-Unis-Chine. Selon un rapport de Groo Shipping Consultant, le volume de conteneurs réservé sur cette ligne avait chuté de 11% au cours de la première quinzaine d'avril. C'est un signal rare dans un secteur habituellement stable et prévisible. Les armateurs ne font pas de tels ajustements pour répondre à un incident commercial ponctuel. Ils le font quand leur propre modèle de prévision leur indique que le flux ne reviendra pas à ses niveaux d'avant. Quand ils anticipent une tendance durable, structurelle, plutôt qu'une perturbation que quelques semaines de négociations pourraient corriger. Sur le marché intérieur américain, le tableau se dégradait à une vitesse que peu d'observateurs avaient anticipée. Au 22 avril, les stocks de porc dans les entrepôts frigorifiques américains avaient atteint 634 millions de livres, 14% de plus que l'année précédente. Les prix de gros du bacon et des longes avaient chuté de 17% en 8 séances de trading. Des enseignes comme Kroger et Costco ont été contraintes de lancer des promotions hors saison pour écouler les surplus. Mais vendre moins cher aux consommateurs américains ne compense pas les volumes perdus à l'export. C'est un pansement sur une hémorragie. Wells Fargo a averti dans son dernier rapport agricole que si les exportations continuaient de se contracter, les revenus agricoles pourraient chuter de plus de 22% en un seul trimestre. Dans le Missouri, 6 exploitations porcines indépendantes ont déclaré faillite en avril, dans un seul État, en un seul mois. Chris Novak, directeur du Conseil national des producteurs de porc américains, a résumé la situation en une formule lapidaire. Ce n'est pas simplement une perturbation, c'est un vide. Un vide qui aspire les revenus, les emplois, les certitudes d'une filière entière. Ce vide, d'autres s'empressent de le remplir avec une efficacité déconcertante. Au Chili, au Pérou, en Argentine, des entreprises bousculent leur planning d'exportation pour saisir la place que les Américains sont en train de perdre. Le Mexique, qui flaire l'opportunité avec une acuité certaine, fait campagne activement pour ses produits agricoles dans toute l'Asie du Sud-Est, de Singapour à la Malaisie. Même le Canada, allié traditionnel des États-Unis dans le cadre de l'accord commercial nord-américain, est en train de pousser plus agressivement ses exportations de bœuf, de canola et de fruits de mer vers la Chine. L'Australie signe de nouveaux contrats de fourniture de bœuf. La Thaïlande discute d'une expansion rapide de ses exportations de fruits tropicaux. L'Indonésie et le Vietnam voient des niches s'ouvrir qui semblaient, il y a encore un an, solidement verrouillées par la production américaine. Et chaque contrat signé entre ces pays et la Chine est un verrou supplémentaire que les Américains auront à briser pour récupérer ce qu'ils sont en train de perdre. Ce qui se dessine n'est pas une redistribution marginale des parts de marché, c'est une refonte de la géographie du commerce alimentaire mondial. Et les États-Unis, pour la première fois depuis des décennies, ne sont plus en position de la dicter, mais d'y réagir. Il y a quelque chose de plus profond encore. La Chine, pendant que ses importateurs signent avec des concurrents des États-Unis, ne se contente pas de remplacer ses fournisseurs habituels par d'autres acheteurs plus complaisants sur le marché mondial. Elle investit dans la création de sa propre base de production à l'étranger, dans une logique qui ressemble moins à du commerce qu'à de la colonisation économique douce. En Afrique subsaharienne, des usines de transformation alimentaire sortent de terre, avec la participation directe de capitaux chinois. En Asie du Sud-Est, des projets de modernisation de l'agriculture locale se développent avec le financement de Pékin. L'objectif est clair pour qui veut bien regarder derrière le rideau des communiqués officiels. Dans une génération, la Chine ne voudra plus seulement choisir ses fournisseurs sur le marché mondial. Elle voudra contrôler directement une partie de la chaîne de production, être à la fois l'acheteur et l'actionnaire, pour ne plus jamais se retrouver en position de dépendance vis-à-vis d'un pays que ses intérêts stratégiques pourraient l'amener à affronter. C'est une vision à très long terme que les politiques américains, coincés dans des cycles électoraux de 2 ou 4 ans, ont structurellement du mal à contrer sur la même temporalité. Sur Wall Street, la fébrilité du secteur agricole a pris une couleur plus sombre semaine après semaine. Tyson Foods a perdu plus de 14% de sa valeur boursière en 3 semaines. Smithfield Foods, propriétaire des plus grandes exploitations porcines des États-Unis, a dû revoir d'urgence toutes ses stratégies d'exportation. Les investisseurs sortent du secteur agricole, non pas parce qu'ils anticipent une correction temporaire, mais parce qu'ils commencent à intégrer quelque chose de structurel dans leur modèle. La demande chinoise pour les produits américains n'est pas une donnée fixe et stable sur laquelle on peut bâtir des plans à 5 ans. C'est une variable que Pékin peut ajuster, vers le bas, en silence, quand il le juge opportun. Et si cette perception se cristallise durablement parmi les grands fonds d'investissement, les conséquences sur la valorisation du secteur agricole américain pourraient s'installer sur des années, bien au-delà de ce que n'importe quel plan de soutien gouvernemental peut compenser. Ce que tout cela révèle,
c'est une vulnérabilité que personne à Washington ne voulait admettre franchement dans les débats publics. L'agriculture américaine est structurellement dépendante du marché chinois, d'une façon qui la rend extraordinairement sensible aux décisions unilatérales de Pékin. Ce n'est pas le résultat d'une naïveté récente. C'est le produit de décennies d'intégration commerciale profonde, encouragée par les théoriciens du libre-échange qui promettaient que l'interdépendance économique rendrait la confrontation mutuellement destructrice et donc irrationnelle pour les deux parties. L'hypothèse était séduisante. Elle reposait sur l'idée que les deux acteurs jouaient au même jeu et valorisaient les mêmes équilibres. Ce n'est peut-être plus le cas, et peut-être que ça ne l'a jamais vraiment été. L'agriculture n'est pas seulement une industrie aux États-Unis. C'est une question de sécurité nationale et une base politique d'une importance considérable. Les États qui produisent le plus de maïs, de soja, de porc, de bœuf, l'Iowa, le Nebraska, l'Indiana, la Caroline du Nord, le Kansas, sont aussi des États qui pèsent lourd dans la balance électorale américaine. Des États où la concentration d'électeurs directement liés à l'économie agricole est suffisamment élevée pour faire basculer des élections. Ce ne sont pas des coïncidences que les analystes de Pékin ignorent. Au contraire, si la pression sur ces secteurs s'intensifie dans les mois à venir, avec des faillites qui s'accumulent, des communautés rurales qui se vident de leurs revenus, des enchères qui ne trouvent plus preneurs, les répercussions politiques pourraient être bien plus explosives que n'importe quelle déclaration diplomatique. Et Pékin, qui observe la politique américaine avec une attention minutieuse depuis des décennies, sait exactement où les failles sont les plus profondes. Rabobank, dans un rapport publié fin avril, a formulé ce que beaucoup hésitaient encore à dire clairement dans des documents officiels. Les changements actuels dans la structure des importations agricoles mondiales pourraient être irréversibles si les États-Unis ne prennent pas des mesures urgentes pour restaurer la confiance sur les marchés extérieurs. Ce mot, irréversible, mérite d'être retenu longuement. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de contrats perdus que l'on pourrait renégocier lors d'une prochaine fenêtre diplomatique favorable. Il s'agit de relations commerciales recomposées autour de nouveaux acteurs, de chaînes logistiques reconfigurées dont le coût de reconfiguration inverse est prohibitif, d'investissements en infrastructures réorientés vers d'autres régions du monde. Chaque mois qui passe, sans retournement de situation, c'est une couche de plus dans une sédimentation qui finit par devenir du roc. Washington a annoncé des mesures de soutien à 18 milliards de dollars, des propositions de nouvelles subventions agricoles, de restrictions temporaires à l'exportation sur certaines catégories de produits, d'enquêtes anti-dumping contre des concurrents. Mais à l'échelle des pertes potentielles, à l'échelle de ce qui se joue sur le long terme, ces 18 milliards ressemblent davantage à un geste politique destiné à calmer les esprits qu'à une stratégie économique cohérente capable de changer la dynamique de fond. Ils calment les esprits pour 1 ou 2 cycles de nouvelles. Ils ne rendent pas leurs clients aux exportateurs américains. Et voici peut-être le détail le plus vertigineux de toute cette histoire. Si la Chine réussit à se passer confortablement de la viande de porc américaine, et les chiffres de ces dernières semaines suggèrent qu'elle y est déjà presque, alors rien ne l'empêche d'appliquer la même logique à d'autres catégories. Le soja américain représente des dizaines de milliards de dollars d'exportation annuelle vers la Chine. Le maïs, le coton, le bœuf, les noix de cajou, les pistaches, les amandes de Californie. Chacun de ces secteurs pourrait, à son tour, faire l'objet d'une annulation chirurgicale identique. Et chaque fois, le mécanisme serait le même. Pas de déclaration formelle, pas de violation des règles de l'OMC, juste des exigences techniques subtilement remaniées, des retards douaniers inexpliqués, des communications qui cessent sans raison apparente. Une érosion silencieuse, méthodique, calibrée pour maximiser la pression sans jamais fournir à l'adversaire un point d'ancrage juridique ou diplomatique pour une riposte formelle. Si cette version est exacte, et les faits disponibles s'y accordent dangereusement bien, les conséquences pourraient se compter en centaines de milliards sur les 5 prochaines années. Ce scénario que certains économistes commencent à appeler l'effet domino agricole aurait des conséquences bien au-delà des fermes et des usines de transformation. Il toucherait la logistique, les banques qui financent les achats de semences et de matériel agricole, les marchés fonciers ruraux dont la valeur est en partie corrélée à la profitabilité des exploitations, les communautés entières construites autour de l'économie agricole depuis des générations, des millions de personnes dont l'existence est liée, directement ou indirectement, au fait que la Chine continue d'acheter ce que l'Amérique produit. Si ce lien se rompt graduellement, méthodiquement, sans bruit, la carte politique intérieure des États-Unis
pourrait être redessiné d'une façon que personne à Washington n'aura choisi. Mais le vrai vertige vient de ce que l'effet domino pourrait ne pas s'arrêter à l'agriculture. Parce que la méthode du démantèlement silencieux des dépendances, si elle fonctionne ici, si elle produit les résultats escomptés sans déclencher de riposte effective, peut théoriquement être appliquée ailleurs. L'électronique de consommation. Les terres rares, indispensables aux industries de défense et aux énergies renouvelables. Les principes actifs pharmaceutiques, dont une proportion significative est aujourd'hui produite en Chine ou avec des composants d'origine chinoise. Si chacun de ces secteurs fait l'objet du même traitement méthodique, alors ce n'est pas une crise agricole dont on parle. C'est une recomposition de l'ordre économique mondial, pilotée depuis Pékin, avec une patience et une précision que l'agenda politique américain, où chaque décision doit produire des résultats visibles avant le prochain cycle électoral, est structurellement incapable de contrer sur la même temporalité. L'économiste Alicia Garcia Herrero, responsable de la recherche Asie-Pacifique chez Natixis, l'a formulé avec une clarté sans ambages. Les États-Unis ne sont pas en train de perdre face à la concurrence internationale sur le terrain économique traditionnel. Ils sont en train d'être méthodiquement évincés. La nuance est de taille. La compétition suppose un terrain de jeu partagé, des règles communes, et la possibilité de regagner des parts de marché en améliorant ses offres ou en baissant ses prix. L'éviction organisée, elle, restructure le terrain de jeu lui-même pour que l'adversaire ne puisse plus y participer, quelle que soit la qualité de ses produits ou la compétitivité de ses prix. Ce qui rend la situation particulièrement difficile à gérer pour Washington, c'est l'absence de cible claire à attaquer. On ne peut pas riposter par des tarifs contre une liste noire que personne n'a officiellement publiée. On ne peut pas négocier face à un interlocuteur qui refuse de reconnaître qu'il y a quelque chose à négocier. On ne peut pas gagner un bras de fer contre un adversaire qui prétend ne pas se battre. La doctrine du démantèlement de précision représente une forme de pression économique que le cadre conceptuel américain, habitué aux confrontations directes, aux sanctions nommées, aux tarifs annoncés et débattus publiquement, n'a peut-être pas les outils pour contrer efficacement dans sa configuration actuelle. Écrivez en commentaire où, selon vous, cela va mener. Et abonnez-vous. À partir d'ici, ça ne fait que devenir plus sérieux. Il y a une question qui flotte dans les rapports confidentiels des instituts d'analyse économique. Une question que les conseillers commencent à poser sans toujours oser la formuler clairement dans les documents officiels. Est-ce que les États-Unis ont déjà perdu l'initiative dans cette confrontation? Est-ce que le rapport de force s'est déjà inversé d'une façon que les mesures de soutien financier ne peuvent pas renverser? Et si c'est le cas, si ce que nous observons n'est pas le début d'une crise, mais déjà la phase médiane d'un basculement plus profond, alors la vraie question n'est plus comment répondre, mais combien de temps avant que d'autres secteurs soient touchés de la même façon, avec la même précision et dans le même silence? Morgan Stanley, dans ses analyses de mi-avril, voyait dans l'annulation de la cargaison de porc non pas un incident isolé, mais un signal précurseur d'une transformation profonde des flux d'importation chinois de protéines animales, et potentiellement au-delà. D'autres banques d'investissement, plus prudentes dans leur communication publique, relayaient en interne des scénarios bien plus sombres. Des projections dans lesquelles les exportations agricoles américaines vers la Chine s'effondrent de 40 à 60% sur un horizon de 18 à 24 mois. Ces scénarios ne sont pas présentés comme des certitudes, mais le fait qu'ils soient modélisés et pris au sérieux par des institutions qui n'ont aucun intérêt commercial à dramatiser la situation, dit quelque chose sur la façon dont les professionnels les mieux informés lisent ce qui se passe. Imaginez la trajectoire concrète. Des millions de fermiers américains confrontés à la disparition progressive de leur principal débouché à l'exportation, des dizaines de milliers d'exploitations qui ferment en cascade, des valeurs foncières rurales qui s'effondrent dans des États entiers, une onde de choc social et politique qui touche des communautés déjà fragilisées par des décennies de consolidation industrielle. Ce tableau n'est pas de la fiction, c'est la direction que dessinent les chiffres actuels si aucun retournement significatif ne se produit dans les prochains mois. Et dans des États comme l'Iowa, le Nebraska, ou la Caroline du Nord, ce type de choc économique se traduit inévitablement par des tensions politiques intenses, des demandes de compensation qui mettent les gouvernements dans des positions impossibles, des remises en question qui peuvent redistribuer des cartes électorales d'une façon durable et imprévisible. Entre les conteneurs bloqués dans les entrepôts frigorifiques de l'Iowa et les nouvelles usines chinoises qui sortent de terre en Éthiopie, entre les contrats à 24 mois signés à Sao Paulo et les faillites dans le Missouri, entre le silence calculé de Pékin et l'agitation de Washington, quelque chose de fondamental est peut-être en train de changer dans l'architecture de l'économie mondiale. Pas de façon spectaculaire, pas avec des discours ou des proclamations historiques retransmises en direct, juste une commande annulée à 2h42 du matin,
juste un silence. Et peut-être que c'est ça, le vrai danger. Non pas ce qui a déjà été décidé, mais tout ce qui se prépare encore dans ce même silence, dans des bureaux dont nous ne connaissons pas les noms, selon des calendriers que nous n'avons pas encore identifiés, vers des secteurs que nous n'avons pas encore protégés. Le coup principal n'est peut-être pas encore arrivé.